Salut Internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très content de faire, que j'attendais depuis un moment. C'est le test d'un nouveau boîtier, oui, encore un, le test du Canon EOS R7. Le Canon EOS R7, c'est ce boîtier, c'est une petite révolution dans le monde des boîtiers hybrides Canon, puisque c'est tout simplement le premier APS-C. Arrêt sur image, évidemment. Le R7 n'est pas le premier APS-C dans la gamme hybride Canon, puisqu'on a déjà toute la gamme M, on a également le R10. Ce que je veux dire, mais je suis sûr que vous l'avez compris, c'est que c'est le premier de la gamme qui est destiné aux experts et amateurs éclairés, ce qui s'explique par le fait qu'il n'y a qu'un seul chiffre dans son nom, R7. C'est également la dénomination qu'avait le boîtier équivalent en gamme réflexe classique, le Canon EF 7D ainsi que le 7D Mark II, dont je vous parlerai un peu plus tard également dans cette vidéo. C'est quoi un APS-C ? Pour rappel, vous avez plusieurs formats de capteurs pour les appareils photo. Vous avez des capteurs full frame et vous avez également des capteurs APS-C, c'est-à-dire que ce sont des capteurs qui sont un peu plus petits. Et quelle va être leur caractéristique majeure ? C'est qu'ils vont en fait multiplier votre focale par 1,6 pour le cas de Canon, c'est-à-dire que si vous photographiez avec un 100 mm, et ben en fait, vous aurez l'impression d'avoir un 160 mm dans la main. Et si vous utilisez une focale plus longue, comme un 300 mm, ben la multiplier par 1,6, vous arrivez à 480, ça fait qu'avec votre 300 mm, c'est comme si vous aviez finalement, en termes de focale résultante, un 500 mm. Évidemment, il n'y a pas que des qualités, pas que des avantages, il y a des contraintes aussi avec un capteur APS-C. La première, c'est quoi ? C'est souvent sur la qualité d'image, et en particulier le bruit, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Avant de parler de la qualité d'image et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier, ce que je vous propose, c'est de faire le tour d'horizon de tout ce qui est visible à l'extérieur, c'est-à-dire son ergonomie. Et là, pour ce qui est de l'ergonomie, j'avoue que je ne suis pas un fan inconditionnel de ce boîtier. J'ai passé quelques semaines avec lui, donc j'ai quand même eu le temps de m'y habituer. Mais pour autant, quand on vient d'un boîtier, un R5 ou un R6, où je trouve que tout tombe sous la main, et bien c'est un peu moins le cas avec ce boîtier. C'est notamment lié à trois choses qui m'ont dérangé. La première, c'est le fait que depuis maintenant quelques années, Canon respectait une règle que je trouve primordiale, c'est un bouton, une fonction. Avec ce boîtier, ça change un peu. On a notamment deux boutons avec des fonctionnalités partagées. Le bouton qui est ici au centre, qui partage le Q et le set, et le bouton qui est ici, qui partage l'activation des collimateurs avec la loupe. En soi, en théorie, on n'utilise pas ces fonctionnalités au même moment, mais moi, d'un point de vue pratique, devoir mixer deux fonctionnalités sur un bouton, je trouve pas ça top, et en soi, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait. Deuxième chose que je n'ai pas aimé sur ce boîtier, c'est le bouton on-off qui est ici. Alors pour rappel, souvent maintenant il est plutôt de l'autre côté sur les derniers hybrides Canon. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas aimé ? Tout simplement parce qu'il a trois positions. La position off, la position on et la position vidéo. Et le problème, c'est que bien souvent, en l'allumant un peu rapidement, eh ben, je suis allé jusqu'au taquet, qui se fait vraiment très vite. Le bouton n'est pas si dur que ça. Et du coup, je me suis retrouvé en mode vidéo alors que je voulais faire des photos. C'est assez pénalisant et j'ai pas franchement apprécié. Autre chose, alors j'ai pas eu le cas, ça m'avait pas choqué sur mon R6, mais par contre sur celui-là, j'ai eu le coup plusieurs fois. Il n'y a pas de bouton de verrouillage des modes sur la molette de sélection des modes qui est ici. Et du coup, il m'est arrivé en le sortant du sac qu'elle ait été déréglée. Alors je sais pas si ce bouton est un peu plus fluide que sur le R6, parce que ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, sur l'EOS 7D Mark II, qui est finalement l'ancêtre de celui-là, il y avait ce fameux bouton. Ça aurait peut-être été intéressant de le reprendre. Si on parle de l'ergonomie globale, à nouveau, je ne suis pas un immense fan de ce boîtier, notamment à cause de tout ce petit pavé qui est ici, qui permet en fait de voir une roue crantée, plus un joystick à l'intérieur. Alors oui, ça tombe sous le pouce, mais je trouve que le partage des réglages sur ces deux éléments n'est pas idéal. Et donc, j'ai jamais pu m'y faire. De la même manière, le petit joystick qui est ici
et un peu, enfin m'a pas été franchement utile. Non, d'un point de vue ergonomie, je m'y suis pas retrouvé avec ce boîtier, c'est dommage. Mais je doute pas que je m'y ferais hein, si je l'utilisais en boîtier principal. Mais là, en l'état, je suis pas ultra convaincu. On va aborder maintenant, pour continuer, un sujet qui est à la croisée des chemins, finalement, entre l'ergonomie, puisqu'on va parler de ça, donc tout simplement les emplacements pour carte mémoire, et on va parler de la rafale. Ce boîtier, il a une rafale de 30 images par seconde. 30 images par seconde, c'est plus que ce que faisaient beaucoup de boîtiers professionnels il y a encore pas si longtemps. C'est juste un truc de fou. Et Canon, en plus, a proposé autre chose sur ce boîtier, quelque chose qui s'appelle la rafale RAW, qui permet en fait de commencer à déclencher avant même que vous ayez appuyé à fond sur le déclencheur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes à mi-pression, il commence déjà à enregistrer. Et donc, cas très concret, vous avez un oiseau que vous attendez de voir se percher sur une branche, vous préparez votre mise au point sur la branche, vous commencez à appuyer, au moment où l'oiseau arrive, vous déclenchez, et bien finalement, vous aurez les images à partir du moment où vous aurez déclenché, mais vous aurez aussi potentiellement 15 images avant d'avoir commencé à déclencher. Donc si vous avez été un peu à l'arrache au moment d'appuyer, et bien c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir récupérer des photos. Ça c'est génial. Par contre, le problème, c'est que on est, comme je vous l'ai montré très rapidement, sur de la carte SD. On n'est pas sur de la carte Compact Flash Express. Et du coup, eh ben, même avec les meilleures cartes, elles se remplissent très très vite. En plus, le buffer n'est pas immense. On est, dans mes souvenirs, à une trentaine d'images. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seconde, et j'ai rempli mon buffer, je commence à charger mes cartes avec mes images. Et malheureusement, les cartes, elles ne suivent pas. Et donc, je me retrouve avec un boîtier qui est bloqué. Je suis obligé d'attendre que les images aient été enregistrées, que le buffer se refasse. Et ça, on perd parfois du temps et du coup des opportunités. Je trouve ça très dommage d'avoir une rafale aussi impressionnante et de ne pas avoir mis les moyens, que ce soit avec un buffer plus important ou en ayant la possibilité de mettre des cartes beaucoup plus rapides à l'intérieur du boîtier. Si on parle de la rafale, évidemment, il faut parler de l'autofocus. L'autofocus m'a réservé pendant mes tests le meilleur comme le pire. Curieusement, le meilleur, c'était sur des scènes d'action, sur des oiseaux en vol qui arrivaient de face, sur des choses très dynamiques où là, il a réussi à faire le point et à pas le lâcher. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on retrouvait déjà sur les autres boîtiers hybrides de la gamme. Donc il y a finalement peu de surprises. Par contre, le pire, je l'ai vu sur des sujets, sur des scènes où je ne m'y attendais pas du tout, notamment en photographiant des oiseaux avec des fonds assez chargés, ou en comparant avec un EOS R5 ou un EOS R6, eh bien, le boîtier faisait directement le point sur l'œil de l'animal. Avec le R7, pourtant avec des réglages complètement identiques, bah là il galérait un peu, soit il ne le trouvait pas du tout, soit il sélectionnait l'animal dans son ensemble et ne parvenait pas à retrouver son œil. Je ne sais pas si c'est lié à la densité de pixels qu'il y a sur ce petit capteur finalement, mais il y a plus d'une fois où j'ai dû aider l'autofocus en faisant un pré-réglage de la mise au point à la main pour qu'il parvienne à trouver le sujet. C'est pas pratique, c'est pas confortable et à mon sens c'est pas normal de trouver ça sur un boîtier de 2023. Maintenant on va parler de la qualité d'image. La qualité d'image c'était un sujet qui me faisait très peur sur ce boîtier pour une seule et bonne raison. J'ai été, il y a une dizaine d'années, un petit peu moins, utilisateur du Canon EOS 7D Mark II, qui a donc été le dernier boîtier APS-C en monture EF de la marque. Ce boîtier, il faisait 20 millions de pixels et il avait une montée en bruit, en ISO, qui était juste bof. Personnellement, je l'utilisais quasiment jamais au-dessus de 4000 ISO parce que les images devenaient vite dégueulasses et très compliquées à rattraper. C'était un vrai problème, c'était vraiment ma crainte sur ce boîtier de me dire « Ok, Canon vient de sortir un boîtier APS-C à 30 millions de pixels, est-ce que finalement c'est pas 30 millions de bouillies de pixels ?» La réponse est non. La réponse est ce capteur est vraiment génial. Il m'a vraiment impressionné. Évidemment, en termes de sensibilité, de gestion de la sensibilité, on n'est pas au niveau du R6, typiquement, qui pour moi est un des meilleurs avec le R3, mais on est sur quelque chose qui est vraiment très très bon. Sur les images que vous voyez ici, qui sont tout juste légèrement recadrées, on va commencer avec une image à 12 000 ISO non traitée, donc celle que vous avez sous les yeux maintenant. Voilà la même image avec
un traitement qui reste relativement léger, qui est dans les standards de ce qui m'arrive de faire sur Lightroom. Et là maintenant, je vous propose de voir un traitement un peu plus fort avec la solution Luminar dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Et là clairement, ce qu'on voit, c'est que même à ces ISO supérieurs à 10 000, on parvient à avoir un résultat qui est largement exploitable. Et donc, plus on va descendre en ISO, évidemment, meilleure sera la qualité d'image. Mais en tous les cas, rien de dramatique. Vraiment là-dessus, les ingénieurs Canon ont fait un super boulot et on se retrouve avec quelque chose qui est très très bon, bien plus facile à utiliser que ce que pouvaient être les anciens boîtiers APS-C. Pour le reste, à propos de la qualité d'image, comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent en ce moment, on peut faire de très très belles images avec ce boîtier, il n'y a pas de sujet, les couleurs sont parfaitement respectées, il n'y a aucun problème de saturation, globalement l'exposition est nickel aussi, les contrastes pareil, non vraiment j'ai été emballé par la qualité d'image de ce boîtier, donc ça, rien à dire. Alors au final, c'est quoi la conclusion du test de ce boîtier? Eh bien c'est déjà qu'il faut se rappeler qu'en 2014, on avait un Canon EF 7D Mark II qui coûtait 1800 €, qui faisait 20 millions de pixels, qui avait un autofocus qui était moins performant, qui avait une qualité d'image qui était moins bonne et qui pourtant a cartonné. Aujourd'hui, en 2023, on a un EOS R7 qui coûte 1600 €, donc malgré l'inflation, qui est un petit peu moins cher, qui fait 30 millions de pixels, qui a un autofocus qui comme je vous l'ai dit, assez haut et assez bas, même si globalement il y a plus de haut, mais forcément moi je suis là pour chercher la petite bête. Avec certes une ergonomie qui est un peu moins bonne, même si évidemment on peut s'y faire, mais qui a surtout une qualité d'image qui est bien meilleure. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, ça fait 5 ans que vous attendez le remplacement du 7D Mark II, foncez, vous ne pouvez pas être déçu, ce boîtier est fait pour vous. Si par contre votre besoin, si vous n'avez pas absolument besoin du crop 1.6 apporté par le capteur APS-C, en toute honnêteté, je trouve que dans la gamme, il y a des boîtiers full frame qui sont meilleurs en termes d'ergonomie, qui sont encore meilleurs en termes de qualité d'image, de montée en ISO. Typiquement un R6 que sur la première ou la deuxième génération sont clairement un très gros cran au-dessus. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à votre besoin avant de choisir un boîtier. Ça, je l'ai déjà beaucoup dit, je n'arrêterai pas de le répéter. Le boîtier idéal global, enfin pour tout le monde, n'existe pas. Par contre, le boîtier idéal pour votre besoin, il existe. Mais la première chose à faire, c'est savoir ce dont vous avez besoin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu sur ce boîtier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai le maximum pour y répondre. N'hésitez pas également à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.